la France est certainement, encore une fois, à l'avant-garde en Europe sur les questions du pluralisme religieux, sur les questions de la laïcité. Et c'est pour ça que je suis très heureux que Didier Lesky ait accepté de venir nous parler. Notre régime juridique en matière cultuelle est un régime juridique qui privilégie la liberté. Sa pierre angulaire, nous le savons, c'est la loi de 1905. La loi de 1905, c'est une loi de liberté au sens où elle dit deux choses que je rappelle souvent, c'est que la République se doit d'assurer la liberté de conscience, qu'elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. C'est l'article 1er de la loi de 1905, celle qui est intitulée avec l'article 2 « Les principes ». L'article 2, qui est souvent plus connu que l'article 1er, c'est « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte ». Mais quand je dis que c'est une loi de liberté, c'est que ce qu'a fait la loi de 1905, c'est qu'elle a garanti l'exercice public d'une activité privée, qui est l'exercice du culte. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très marquée par les questions religieuses autour de l'islam. Si cette question est d'abord née au sein de l'enceinte scolaire, c'est parce que l'école, dans l'histoire de la laïcité, a une place tout à fait particulière. On sait bien que le corps enseignant, qui se veut l'héritier d'une tradition républicaine parfois très dure, a toujours été sensible à la présence du fait religieux, et en particulier à sa manifestation dans les salles de classe. Autour de cette crise, il est apparu important de trouver un interlocuteur musulman qui puisse être le correspondant des pouvoirs publics pour essayer de discuter des problèmes de la pratique du culte musulman. Pourquoi il a été important d'en trouver un ? Parce que notre système juridique, et c'est aussi sa particularité, est un système de liberté et donc qui suppose que ça ne soit pas l'administration, les pouvoirs publics, qui décident unilatéralement ce qui est de l'ordre de l'acceptable, du l'inacceptable dans une pratique religieuse, mais puissent en discuter dans le cadre d'un partenariat avec une autorité cultuelle clairement identifiée. Le culte musulman avait, au tournant des années 80, peut-être 200 lieux de culte, c'est-à-dire mosquées, salles de prière, à peu près, identifiées et pouvant accueillir du public dans ce qu'on peut appeler un lieu de culte ouvert au public. Et à côté de cela, on avait ce qu'on appelait l'islam des caves. Bon. La création du culte musulman a permis d'établir ce rapport de confiance qui fait qu'aujourd'hui, ces dernières années, il s'ouvre en France à peu près un lieu de culte musulman par semaine, avec des dispositifs de soutien au niveau régional et au niveau des communes, qui ne sont possibles que parce qu'il existe un Conseil français du culte musulman qui apparaît comme un interlocuteur fiable, identifiable, capable d'être une sorte de garant d'associations qu'on aide très souvent en mettant à disposition des terrains par le biais de baux amphithéotiques. L'autre sujet, bien évidemment important, qui nécessitait la création d'une autorité, d'un interlocuteur musulman, c'est la question des aumôneries. Nous avons eu, à côté de l'école, un autre sujet de tension, qui est celui de l'hôpital, et un autre encore, qui est celui de la prison. Là encore, notre système juridique de liberté nous empêche théoriquement de désigner unilatéralement un aumônier ou un ministre du culte qui puisse officier auprès des patients. Au fond, l'État ne sait pas ce que c'est qu'un imam. Et seul, comme il ne sait pas ce que c'est qu'un curé, du reste, et il est seul l'autorité religieuse
à laquelle on s'adresse est capable de définir et de présenter les choses. En ce qui concerne l'hôpital, nous avons aussi connu des moments de tension très forts qui peuvent aussi rejaillir ici et là, d'autant plus forts que, en l'absence d'aumôniers clairement identifiés, nous ne pouvions pas discuter ou juguler des demandes religieuses qui apparaissaient comme mettant en cause le fonctionnement direct du service public de l'hôpital. Nous avons, depuis quelques années, une pression commerciale qui est une pression commerciale à caractère religieux. C'est vrai dans le domaine alimentaire, c'est vrai pour les musulmans comme ça peut l'être vrai dans le monde juif. Et il fallait là mettre en place un minimum de système de régulation et de dialogue, en particulier dans les moments de tension que sont les périodes de l'Aïd, où il fallait mettre un terme à la pratique du choix de l'animal sur une aire de stabulation et je dirais d'abattage familial dans des conditions sanitaires pas toujours optimum. Mais plus largement, il fallait arriver à trouver des systèmes de dialogue entre des grands distributeurs, des grandes surfaces, pour arriver à diffuser ou à multiplier les rayonnages de produits estampillés par une autorité religieuse pour faire baisser la tension. Il y avait une longue réflexion portée sans doute d'abord par Pierre Jox, poursuivie par Jean-Pierre Chevènement, au moment à la fin des années 90, qui était que, à partir de la création d'un Conseil français du culte musulman en France, la France arriverait à infléchir la trajectoire globale de l'islam, en particulier de l'islam du Maghreb. Et Jean-Pierre Chevènement reprenait souvent le mot de Jacques Berck, qui était qu'on allait faire l'islam des Lumières. Mais à travers la question de l'islam, nous avons été obligés de revisiter l'ensemble des dispositifs que j'évoquais au début de soutien sur le plan juridique de la liberté de culte et l'ensemble des dispositifs administratifs qui structuraient notre régime des cultes. C'est pour cela que le président de la République, quand il était ministre de l'Intérieur, a suscité la création d'une commission qui avait été présidée par le professeur Machelon, qui a tâché de revisiter l'ensemble de ce système qui, par empilement, pouvait avoir des zones d'incohérence. Je cite souvent l'incohérence qui fait qu'un pasteur n'est pas imposé de la même manière qu'un curé. Bon, il y a des raisons historiques pour cela, mais dès lors qu'on commençait à travailler sur la question du statut de l'imam, nous étions obligés de revisiter l'ensemble de ces questions. L'autre question, c'était de savoir si nous serions obligés de modifier la loi de 1905 pour permettre justement ce rattrapage en matière de bâtiments cultuels. Donc, on a essayé de revisiter l'ensemble de ces questions. Je veux dire que pour l'instant, les choses ont été bloquées pour des raisons liées justement à ce que je vous dis depuis un moment sur la dynamique du débat sur les questions de laïcité. Dès que nous parlons de ces questions et qui ont trait au fond à l'identité, à notre identité nationale, et les questions religieuses nous ont historiquement souvent affronté des guerres de religion à l'interdiction d'enseignement pour les congrégations, eh bien, ces débats prennent une telle acuité, une telle tension que, je dirais, même des propositions qui pourraient apparaître d'emblée comme raisonnables ou consensuelles capotent en fonction des configurations politiques. Et c'est le cas des préconisations du rapport Machelon qui, pour l'instant, ne peuvent pas aboutir parce que l'état du débat ne le permet pas. Même si nous avons résolu sur le plan juridique, je dirais, la question de la représentation
du culte musulman, nous n'avons pas réussi à atteindre, alors l'objectif sans doute très utopique de Jacques Berck, et que nous voyons bien qu'indépendamment du cadre juridique dans lequel l'activité cultuelle s'exerce, l'islam pose des problèmes de société et qui sont la réfraction de ce qui se passe dans le monde musulman et qui nous arrive jusqu'ici.